tu vois, je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais perdu de vue complètement mes élans, mes préférences, mes envies à moi. Ça faisait même plus partie de l'équation. Et comme je suis hyper adaptable et que j'avais plein de mécanismes pour compenser tout ça, ben ça allait en fait. Et puis là aujourd'hui, genre c'est quasiment le mouvement inverse. Et je suis devenu allergique à tout ce que je veux pas, tu vois. Et il n'y a pas moyen que je fasse. Tu vois, si tu me proposes un sujet de boulot, un stage, un machin, si à l'intérieur de moi ça fait pas putain ouais, ben en fait je le fais pas. Tu vois, il n'y a pas de place dans mon planning pour les trucs qui sont pas archi cool quoi. Mm. C'est juste plus possible. Et c'est justement de sortir de la survie qui me permet de quelque part de choisir, c'est d'arriver ben ouais, après 20 ans de galère, d'arriver à choisir les boulots que je prends, les boulots que je prends pas, les trucs qui ont du sens et que ça paye ou pas d'ailleurs, tu vois. Ben justement, le sujet là, c'est l'argent. C'est la raison pour laquelle je t'ai contacté, parce que ça fait un Ouais. post là, récemment où tu parlais de ce thème. Et il me semble que l'argent, c'est ce qui permet le choix dans pas mal de cas. Ben grave, c'est une putain de liberté d'avoir des thunes. Ouais. Et il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous limitent vis-à-vis de l'argent et de croyances un peu galvaudées autour de ça. Et c'est ce sur quoi j'aimerais bien discuter. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu acceptes un bref portrait pour les personnes qui ne te connaissent pas que je fasse de toi? Alors, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi au Québec et j'ai grossi en France. En arrivant en France, en fait, j'ai grandi dans la nature. Hein. J'ai grandi en Gaspésie, au fond de la Cambrousse du Québec, dans une famille enfin, la famille de mère, ils étaient 14. Et donc j'ai genre, j'allais dire 800, mais j'ai vraiment un paquet de cousins. Je les compte pas vraiment. Je sais pas combien j'en ai au juste. Et puis on était toujours dehors en train de pêcher, chasser, faire du canoë, braconner, faire des abris, faire du feu, enfin tout ce qu'on pouvait faire comme conneries en étant gamin là-bas. Et du coup j'ai appris plein de trucs que je pensais que tout le monde savait faire. Et puis arrivé en France, je me suis rendu compte qu'en France personne savait faire tous ces trucs-là et que ça se retrouvait, enfin c'était assez rare et qu'il y avait moyen de se rendre utile pour moi en donnant des formations là-dessus, quoi. Donc sur la vie en pleine nature, le, la survie, mais la survie dans le sens bien gérer les risques en extérieur et bien vivre dehors et être en confort aussi, tu vois. Mais aussi savoir gérer les risques en fait et tout ce qui tourne autour du froid, du chaud, de l'hydratation, des premiers secours et tout ça, c'est toujours des choses qui m'ont intéressé et sans m'en rendre compte, j'ai toujours gravité et je me suis toujours intéressé à ces sujets-là. Même quand j'étais à la fac en anthropologie, j'étais en archéo, je faisais ça, je m'intéressais à ça, enfin, j'ai toujours adoré comprendre comment les gens mouraient et Ce comment qui les gens ressort survivaient beaucoup de ta surtout. personnalité, justement, c'est ce côté avec le milieu extérieur, le côté un peu sauvage. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée quand je t'ai rencontré. En tout cas, j'ai rencontré ton personnage au public, on va dire. C'est cette réconciliation que j'ai ressentie entre le côté, l'apparente brutalité, tu vois, le côté, ouais, et le côté réfléchi, en fait. Il y a une réelle réflexion dans la manière de faire les choses et une recherche de sens quelque part. Ouais, et puis enfin, je viens d'une culture et d'une famille en tout cas qui était très matriarcale. Et j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, avec la violence de l'autorité et avec le fait qu'on impose des objectifs aux autres. Et ça a été la nature pour moi, c'est un peu ma deuxième mère, tu vois. Et j'ai jamais été dans la nature en mode compétitif, en mode je vais être plus fort qu'elle, en mode machin. C'est
C'est déjà hyper prétentieux de s'imaginer qu'on peut vaincre une montagne ou qu'on peut, tu vois. C'est juste la montagne, elle te laisse passer, en fait, tu vois. Donc, la plupart du temps, on se pose même pas la question, en fait, tu vois. On Ouais, part du principe que là où on est, bah ouais, on prend la place, quoi. ouais, on est chez nous, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, enfin, moi j'habite au milieu de la nature, tu vois. On a un petit hameau, mais enfin, je sais pas si tout le monde peut voir un peu le spot. Là, je suis à 20 mètres des Bagnoles, tu vois. Je suis à côté du parking de la maison et la maison, elle est juste là, quoi. Et donc, C'est on peut là où tu facilement, fais une partie de tes stages, d'ailleurs. ouais, Beau stage avec Henri. certains avec Aurélie, ouais. Et puis, ouais, il y a pas, je sais pas, j'ai l'air bourrin comme ça quand tu me vois parce que j'ai toujours été non, enfin toujours fait du sport, des arts martiaux, des machins comme ça, mais mon rapport à la nature il est ultra apaisé, il est ultra respectueux en fait. Et moi je suis du genre à couper mon bois à Justement, la si hache. tu pouvais me donner trois de tes valeurs fondamentales, je pense que toujours pour toi. Quoi, trois de mes valeurs fondamentales, Mm. ben la vie parce que c'est la base de tout et sans ça tu peux rien faire. Et si t'as pas la vie, ben tu peux pas forcément enfin, mécaniquement tu peux pas avoir d'autres valeurs que celle-là. Donc, le vivant, de manière générale. Ouais, le vivant, quoi. Le Ouais. vivant, le biotope, même la vie économique, la vie Qui anime, pardon, qui nous anime. ce qui nous anime, ouais, et le fait d'être en vie, tout simplement. Et la deuxième valeur qui va là-dedans, enfin, pour moi, c'est la liberté, en fait, parce que je considère que la liberté, c'est littéralement la seule manière de profiter et de célébrer le fait d'être en vie, c'est d'être Mm. libre, c'est de faire des choix délibérés et donc ça implique de se connaître soi-même. Et du coup, pour avoir de la liberté, ben, il faut de la conscience de soi, de la conscience de l'autre, de la conscience des systèmes, de la conscience des situations. Et donc, je pense que si j'ai trois valeurs fondamentales, ce serait dans l'ordre ou dans le désordre, la vie, la conscience et la liberté, quoi. Parce que c'est Mm. au final inséparable. Je me sens pas vivant si je suis pas conscient et je me sens pas libre si je suis pas vivant et je me sens pas vivant si je suis pas libre, tu vois, c'est hyper interconnecté. J'apprécie beaucoup et je pense qu'on vient en lien aussi avec la raison de cette interview, c'est que, comme tu disais, on, on gagne en liberté quand justement on sait où est-ce qu'on va, ou qu'on se questionne, enfin voilà. Bah ouais, Euh, et, euh, et donc cette interview, c'est justement de se poser des questions pour. L'idée, c'est pas de donner des réponses, mais c'est vraiment d'amener à la réflexion et d'amener des nuances et de se questionner. ouais. Et justement, là, aujourd'hui, ça va être se questionner autour de l'argent. Est-ce que tu peux rappeler justement quelle est la nature de ce poste, le poste pour lequel je t'ai contacté, qui parlait donc du fait que tu as perdu une grosse somme, c'est-à-dire Ah oui. 640 000 euros. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as perdu 640 000 euros? Alors, ça dépend comment on voit le problème, en réalité. C'est un bel exemple de comment on structure le réel dans notre tête pour que ce soit hyper souffrant ou hyper anodin, tu vois. J'avais acheté au début des bitcoins. Je me souviens plus en quelle année, mais c'était genre en 2002 ou 2003. J'avais acheté 10 bitcoins. Et à cette époque, ils étaient à moins d'1 euro. J'avais payé C'est quoi un 9. bitcoin pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un truc de monnaie électronique qui du coup a commencé très très bas, mais c'est monté super haut en valeur. Et du coup, il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, ils étaient à 64 000 euros pièce. Autrement dit, enfin, avec mes 10 bitcoins, j'avais 640 000 balles. Et donc, je me suis dit, merde, c'est où? Tu vois, et j'ai essayé de retrouver parce que c'est un mot de passe super long, c'est une passphrase qu'on appelle, qui permet d'accéder au porte-monnaie électronique où tu as tes bitcoins. Et ce truc-là, ben, je l'avais évidemment pris hyper compliqué et hyper impossible à retenir, parce que du coup inviolable, tu vois. Et vraiment, vraiment, enfin, c'est le genre de mot de passe que même avec une grosse bécane, tu mets des milliers d'années à le retrouver, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ce serait bien que je retrouve la passphrase parce que, en fait, ça m'arrangerait bien pour mes petits projets immobiliers où je suis en train de pleurer pour demander un crédit ou machin.
Et du coup, je les ai pas retrouvés, quoi. J'ai cherché sur tous mes vieux supports de backup, tous mes anciens disques durs. J'en ai même réanimé certains qui s'amorçaient plus. Enfin, j'y ai passé du temps, tu vois. Et en fait, je me suis rappelé que il y avait un disque dur où j'avais balancé plein de vieux documents que je pensais pas très utiles. Et qu'un jour, pour faire un tuto sur l'effacement de données, mais le vrai effacement de données d'un disque dur, j'avais démonté ce disque dur-là. Je l'avais ouvert, j'avais pris le disque physiquement et je l'avais éclaté avec une masse sur le béton et que après je l'avais découpé en morceaux et je l'avais éparpillé dans plusieurs poubelles, tu vois. Et après je me suis dit ouais effectivement la seule trace du fichier texte où il y avait la passphrase était sur ce disque-là. Et donc ben voilà quoi. Du coup j'ai ressorti les photos, je les ai publiées sur Instagram pour parler de l'importance de la redondance et du low-tech et de, ne serait-ce que j'aurais pris une feuille de papier, j'aurais écrit la passphrase dessus, Mmh. j'aurais encore mes bitcoins. Sauf si ta maison brûle, en l'occurrence. Pardon? Sauf si ta maison brûle. Sauf si ma maison brûle. Mais si j'avais eu conscience en fait que les bitcoins valaient ce prix-là, j'aurais sûrement pris des mesures pour pas détruire les La données, tu plupart vois. des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, elles donnent cette astuce de faire graver sur une plaque de métal. Ouais, ouais, bien sûr. Et mais comme pour moi c'était un truc à 9 euros, tu vois, ou à 10 euros, et que après les bitcoins, je l'ai oublié parce que ça montait, ça descendait, mais c'est resté autour d'un euro pendant des années. Et du coup, je m'en foutais, tu vois, j'ai complètement oublié l'information. Jusqu'à ce que je vois que je vois la cote du bitcoin à 64 000. Et là, je fais, oh, putain. Tu vois, Mmh. c'était plus le même délire. Donc j'ai tout essayé en l'hypnose, machin, mais j'ai pas retrouvé. Non, sérieux, t'as essayé l'hypnose aussi? Bien sûr, ouais, j'ai tout essayé. Il y a que le marabout africain que j'ai pas sollicité, mais sinon, j'ai vraiment essayé tout le reste. Et peut-être qu'un jour, la passerelle réémergera de mon esprit tordu, mais pour le moment, c'est pas le cas, quoi. Et donc, j'ai 10 bitcoins quelque part qui se baladent et j'ai pas la clé pour ouvrir le coffre, quoi. Mmh. Et donc, ça a été, enfin, tous les gens à qui j'en parlais, ils pétaient un plomb, tu vois, genre, quoi, 640 000 balles, mais euh, vraiment, j'ai eu des réactions des fois hyper intenses de la part de potes qui me disaient, mais t'es complètement con, putain, t'as 640 000 balles et tu vis, genre, sereinement, genre, tout va bien, ta vie continue, quoi. Et puis, j'ai dit, bah oui, oui, c'est sûr, ça m'aiderait dans mes projets d'avoir 640 000 balles là tout de suite. Bon, après, il y a les impôts, les charges, les machins, mais même s'il m'en reste que la moitié, 300 000 balles, ça fait une différence, quoi. Et voilà, bref, ça a été déjà une belle leçon de lâcher prise parce qu'il a fallu que je je décide d'arrêter de chercher. Et ça a été aussi une manière de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai perdu en réalité? Ben, j'ai perdu 9,97 €, Mmh. tu vois. Mmh. Et, Sacrément. et une semaine de temps ou 2 semaines de temps, tu vois. Mais j'ai pas perdu 640 000 balles. J'ai pas gagné 640 000 balles. Mmh. Et je pense que c'est important de garder en tête que le pognon, ça permet plus de choix, tu vois. C'est une sorte d'énergie qui te permet de faire un peu plus de choses et qui t'amène aussi d'autres problèmes, hein. Faut pas se leurrer. Mais que ce qui au final a de la valeur là-dedans, c'est le temps, tu vois. Ça aurait été un gros gain de temps d'avoir 640 000 balles. C'est ce que j'allais dire, c'est l'argent te permet d'avoir du temps. Ouais. Et et pour mes projets, d'arriver à réunir cette somme-là, ça va me demander beaucoup de temps. Peut-être j'y arriverai même jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une question de temps en fait, et j'aurais pu passer tout le reste de ma vie à pleurer sur ces 640 000 balles, et ça m'a aussi coûté du temps. Donc j'ai décidé de bien tirer la leçon et je me suis mis à faire des copies de sécurité de mes données sur mon ordi plus régulièrement, par exemple. Et, euh, et voilà, et donc ça fait cher la leçon, mais c'est quand même une leçon que je prends. Et ça m'a rien coûté en vrai, ça m'a coûté 10 balles quoi. Ça m'a coûté 10 balles et un petit deuil à faire quoi.
tu y as quand même déjà pas mal répondu, mais qu'est-ce que c'est l'argent pour toi? Alors j'ai beaucoup évolué sur cette question. Avant, pour moi, l'argent, c'était un piège. C'était un Mmh. poison, c'était une addiction, On c'est va le y truc qui revenir allait plus m'enfermer. tard parce que on va revenir plus tard parce que c'est un peu l'objet de, enfin, de ce moment. C'est Mhm. que j'ai quand même pas mal ressenti dans le domaine écolo, le côté bien pensant, enfin, les gens qui ont des valeurs qui sont fondamentales, que l'argent c'était quelque chose de néfaste et qu'il n'y avait que les cons qui en avaient. Donc oui, je te laisse continuer. Ouais. Ouais, puis enfin, je pense que, enfin, je répondrai plus en détail plus tard, mais effectivement, j'ai beaucoup bougé là-dessus. Et l'argent pour moi aujourd'hui, ben c'est simplement ce qui me permet d'avoir du temps pour faire ce qui me plaît, tu vois, ce qui a du sens pour moi. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je peux me permettre, si je bosse bien, de faire parce que j'ai pas des gros besoins aussi, tu vois. Je suis locataire, j'ai un vieux 4x4 tout pourri, j'ai euh, j'ai pas une vie qui coûte cher. Je peux vivre sans problème Parce avec que tu l'as choisi ou parce que tu le subis? ben, un peu des deux. Ok. Je, dans l'absolu, j'aimerais bien être propriétaire. Et en même temps, le fait d'être locataire me convient bien aussi pour le moment. C'est surtout pour mes gamins que j'aimerais bien être propriétaire pour pouvoir leur laisser quelque chose. Mais pour le moment, c'est pas vraiment un sujet. Quoique ça peut arriver plus vite que prévu. Hein. Je peux claquer demain matin et ils seront comme des cons. Mais bref, le truc, ouais, l'argent c'est du temps en fait. C'est vraiment du temps et ça me permet aujourd'hui, comme j'ai pas des gros besoins, ben qu'avec en gros 6 ou 8 semaines de boulot de stage par année, j'arrive à couvrir mes besoins de survie en fait. Et donc si je veux, je peux bosser 8 semaines par année et le reste du temps faire des choses qui ont du sens. Alors déjà, ce que je fais, ça a du sens de base dans le boulot lucratif, je veux dire, mais ça me permet de faire du bénévolat en fait. Ça me permet de faire vivre le set sans être obligé de me payer dessus et de faire générer enfin des stages, de former les moniteurs, ce genre de trucs. C'est quoi le fait? C'est la boîte c'est la structure avec laquelle on donne des stages de survie. Qu'est-ce que c'est de la survie? Parce que pour avoir fait un stage avec toi, il n'y a pas que de la survie. Donc clairement, mais le stage que tu as fait, c'était le stage tribu, qui est pas du tout un stage de survie, c'est plutôt un stage de vie, tu vois. Les stages de survie, c'est des stages où on apprend en gros à gérer les risques en milieu naturel. Donc, tu vois, trouver de l'eau, faire du feu, s'orienter, faire de la navigation avec une boussole, utiliser un couteau de manière efficace et sans se couper. C'est un peu de premier secours, c'est un peu de purification d'eau, c'est un peu de méthode de gestion des risques. C'est un peu, Enfin, si on peut, pour des personnes qui vivent en ville et qui n'ont jamais ce besoin-là, ça a servi vraiment à des personnes comme qui? Tu as déjà travaillé avec des militaires, des personnes qui font des voyages à l'étranger dans des milieux entre ouais. guillemets hostiles. Mm. Oui, bah, j'ai bossé un peu avec les armées, j'ai formé des journalistes, des humanitaires, plein de gens comme ça. Mais Monsieur Tout le Monde qui va faire une rando peut utiliser ces connaissances-là pour éviter les ennuis, tu vois, parce que on se rend pas compte parce que bah il fait beau, on est en France, machin, mais la moyenne montagne en France, c'est l'endroit où il y a le plus de morts chaque année en rando à la con, hein, parce que malaise, parce que mauvaise gestion d'hydratation, parce que faire des erreurs d'appréciation et se retrouver dans un terrain super escarpé et tomber, et souvent c'est un facteur, c'est plusieurs facteurs qui se croisent pour nous mettre échec et mat. Typiquement, la personne en ski de rando qui fait une chute, qui se pète une jambe, qui peut plus avancer et qui meurt de froid parce qu'elle peut plus avancer, tu vois. Ou parce qu'on croit savoir qu'on Ou prend des parce qu'on risques croit savoir, ouais. inconsidérés. Bien sûr, et enfin, c'est surtout une culture de gestion des risques et de l'autonomie dans la gestion des risques qu'on transmet.
Et on n'a pas du tout de projet politique, on croit pas à la fin du monde et aux zombies-garous, tu vois, c'est juste c'est du C'est le problème, des problèmes problème du pragmatiques. terme survie, c'est que c'est très réduit par certaines personnes, quoi. C'est tout de suite, oh, mais il n'y a pas Oui, besoin, oui. quoi. Et puis enfin, il y a tout un mouvement qui s'appelle le survivalisme, qui part du principe que ça va mal tourner dans le monde et que il faut se préparer. Qui part du principe aussi que, ben, enfin pour beaucoup, que en cas de crise, en cas de catastrophe, ben, les gens deviennent des loups les uns pour les autres et s'entretuent et sont dans une concurrence féroce, alors que ça peut arriver ponctuellement, mais globalement, l'histoire des catastrophes récentes ou anciennes montre que les gens ont à la fois un peu peur des voisins et un peu peuvent avoir des comportements un peu bizarres, mais globalement, les gens se serrent les coudes et s'entraident beaucoup. Comment t'expliques dans ces cas-là que quand il y a eu le Covid, les gens ils sont devenus complètement fous dans les supermarchés, quoi. Bah, est-ce qu'ils sont vraiment devenus complètement fous et c'est qui les gens qui sont devenus vraiment Mm. complètement fous? On a tendance à, tu vois, par exemple, l'histoire du PQ qui a disparu et tout ça. Alors oui, il y a, il y avait plus de PQ au supermarché où j'étais, sur les rayons. Mais le truc, c'est que il y a un phénomène tout bête qui est que quand tu passes devant le rayon PQ et que le stock est déjà à moitié vidé, tu fais quoi? Bah, tu tends la main, tu prends un paquet de PQ au cas où parce que tu te rends compte qu'il y a une rareté qui se crée. Et ça augmente l'impulsion d'achat. Maintenant, le truc, c'est que sur les rayons, enfin, si tu vas au rayon pâtes, par exemple, ben, il y a, je sais pas, 70 paquets de pâtes, ou 80 ou 100 paquets de pâtes sur le rayon. Et si t'en prends un, ben, ça se voit pas trop, tu vois. Si, par contre, tu regardes l'étalage de PQ, vu que c'est quelque chose qui est très volumineux, t'en as quoi, 12, 24, tu vois, paquets de PQ, et après, vite fait, ça a l'air vide, en fait. Donc, dès que les gens commencent à en prendre un peu plus que d'habitude, et comme les réassorts sur les étals sont faits un peu deux fois dans la journée, ben très très vite ça a l'air vide et très très vite les gens en achètent plus et du coup ça crée une augmentation artificielle de la demande qui fait que les gens achètent plus de PQ, mais il y a pas forcément une ruée sur le PQ, tu vois. Mm. C'est un effet, c'est un biais de confirmation et d'observation quoi. Donc, Et bien sûr. on choisit où on met son attention et comment est amplifiée une information aussi. Oui, exactement. Et comme on est une espèce qui partage de l'information pour gérer les risques, et c'est un des trucs qui nous a fait survivre en tant qu'espèce, hein. C'est pas qu'on est costaud ou qu'on est particulièrement rapide ou bon à la chasse, c'est qu'on sait communiquer. Et qu'on a commencé, il y a des millions d'années, à faire des proto-communications et à élaborer de plus en plus du langage qui nous a permis de partager les informations au sujet des risques. Autrement dit, on n'avait plus besoin de courir vite devant les lions. On a commencé à avoir peur qu'il y ait des lions. Et après, à force d'avoir peur qu'il y ait des lions, on a commencé à dire aux copains qu'il y avait des lions. Et à pouvoir abstraire que de l'autre côté de la colline, il fallait pas y aller parce qu'il y avait des lions. Autrement dit, on a appris à avoir peur de quelque chose qui n'était pas juste devant notre nez. Et du coup, ben, ça nous a sauvé plein de fois en tant qu'espèce, mais c'est un problème aussi parce qu'on a tendance, du coup, à parler beaucoup des choses qui font peur. Et à surévaluer et à surcommuniquer autour des choses qui font peur. C'est pas pour Ça, rien tiens, que justement, est-ce que tu penses qu'on n'aurait pas peur de l'argent? Est-ce que c'est pas parce que on veut tous de l'argent. Si on proposait, je sais pas moi, 100 millions à n'importe quelle personne dans la rue, tout le monde sauterait dessus et dirait oui tout de suite. Mais concrètement, quand il s'agit de parler d'argent, c'est très tabou. Et dès qu'on parle de riches, en général, on les associe à des cons. Il y a une espèce de contradiction, en fait, entre cette volonté de gagner plus et en même temps tu vois, il y a une question de mérite. Il y a plein de choses qui sont très mélangées sur ce domaine. ouais, clairement. Il y a du côté judéo-chrétien, il y a un peu l'idée que, enfin, du côté catholique, hein, il y a un peu l'idée que l'argent,
ça se mérite. Tu vois, il faut Ouais, souffrir. ouais. Il faut souffrir pour avoir le droit de gagner son pain, tu vois. Mm. Et du côté protestant, c'est un peu l'inverse. C'est le fait d'avoir de l'argent est un peu une preuve qu'on est quelqu'un de bien, que Dieu nous récompense, tu vois. Mm. C'est un peu la même vision, mais avec une lorgnette différente. Et puis, si tu rajoutes à ça dans les mouvements écolos, alternatifs, machin, souvent c'est des mouvements qui sont très à gauche. Et de fait, il y a la hantise du bourgeois, quoi. Il y a le si t'as du pognon, ça veut dire que t'as exploité quelqu'un et que t'as volé quelqu'un pour le gagner, quoi. Et Alors que par surtout, rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'argent, ça, enfin, tu me dis si tu es d'accord, mais on pourrait très bien définir ça comme un outil. Et on pourrait faire l'analogie avec un couteau. Un couteau, c'est un outil, tu peux très bien t'en servir pour tuer quelqu'un ou pour te couper un steak ou n'importe quoi, en fait. carrément. Mais là, je parle juste du côté comment j'ai obtenu l'outil. Tu vois, est-ce que c'est OK de gagner beaucoup de sous? Tu vois, est-ce que c'est OK pour moi de facturer, je sais pas, 800 euros par semaine pour une personne pour un stage? Et du coup, de me faire, sur un groupe de 12 personnes, de me faire 10 000 balles, tu vois, sur une semaine. Que c'est OK vraiment pour moi de gagner 2 000 balles par jour. Alors Et que j'ai plein totalement. de, alors que j'ai plein de potes qui gagnent ça par mois, tu vois. Et moi-même, j'ai tourné à 400 euros par mois pendant des années. Et qu'est-ce qui a changé, tu vois? Et d'où j'ai le droit de gagner autant de pognon aussi vite? Tu Ah, vois ce mais que je tu veux vois, dire? est-ce que tu as le droit? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est quand même Ouais. quelque chose. Est-ce que tu as le droit d'avoir un couteau? Est-ce que, enfin, c'est quand même assez. Ouais, mais c'est des questions, enfin, c'est des questions que moi j'ai résolues, mais que je me suis posé sérieusement, tu vois. Et la première fois que j'ai augmenté une prix de mes stages de 500 à 800, déjà d'arriver à 500, j'ai l'impression d'être un voleur, tu vois. Et après, j'ai vu les tarifs qui se pratiquaient dans le monde de l'entreprise. Pour le stage leadership que j'ai donné la semaine dernière, 800 euros, c'est une aubaine, en fait, Mm. par rapport au prix qui se pratique sur le marché. T'as des gens qui payent 2500, 3000 balles par semaine, individuellement, pour ce stage. Et qui sont en plus moins bien, tu vois. Et que la boîte qui fait ces formations-là se fait 100 000 balles sur la semaine, tu vois. Parce qu'il y a des groupes énormes. Et, euh, et c'est normal, tu vois. Donc, c'est quoi gagner beaucoup de sous, tu vois? Est-ce que Et puis, qu'est-ce que tu en fais? Enfin, même si ouais, d'ailleurs, ça n'a pas forcément vocation à être forcément quelque chose d'éthique, à partir du moment où tu l'as gagné, tu en fais bien ah ce ouais. que tu veux. Mais ouais, qu'est-ce que tu en fais? Pour les personnes qui sont vraiment dans cette recherche de valeur, et enfin, ce qui est justement le questionnement des personnes qui sont dans une recherche de sens, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour la spiritualité, si vraiment la problématique c'est le sens, on peut très bien gagner des millions et choisir de reverser 80% en fait. Le nœud du truc, il n'est pas sur l'argent. Bah, le nœud du truc, c'est d'une part, est-ce que tu l'as gagné honnêtement ou pas? Et Mm. comment tu définis honnêtement? Euh, et pour moi, enfin, ça se négocie de sujet à sujet, tu vois. Moi, je suis un sujet qui offre une formation. Les gens viennent me voir et ils sont prêts à payer X pour la formation. Et s'il y a un deal, il y a un deal, tu vois. Et je leur mets pas un flingue sur la tempe en leur disant, file-moi 800 balles. Ils viennent et Donc ils savent. pour toi, l'honnêteté, c'est ça. Bah, c'est déjà la base de la non-violence dans une relation négociée, tu vois. J'oblige personne à venir et personne m'oblige à facturer moins cher. Euh, je vais même plutôt l'inverse. J'ai plutôt des gens qui me disent non mais c'est pas assez cher tes stages, tu vois. J'ai eu plein de fois, surtout sur le stage leadership, où les gens m'envoient des plans de cours et des fascicules d'information d'organismes de formation où tu as le stage que j'ai là, mais deux fois moins bien avec deux fois moins de contenu et c'est 2500 balles, tu vois. Et donc je me retrouve assez vite à avoir enfin, à régler ce problème-là parce que par comparaison aussi avec ce qui se fait ailleurs, mais aussi parce que simplement bah, j'ai aussi le droit de vivre, tu vois. J'ai aussi le droit d'avoir assez à bouffer, et de payer mon loyer et de porter les trucs que j'ai apportés familialement et pour mon avenir et pour l'avenir de mes gamins. Et c'est
Tu vois, c'est un peu la même problématique que les véganes, qui, qui s'autorisent pas et qui pensent que c'est pas bien de tuer un être vivant pour se nourrir. Et, et moi, je dis, ben, enfin, je comprends, je respecte tout à fait ce point de vue-là, hein, y a aucun souci, et je suis pas non plus anti-vegan, et j'ai même essayé plein de fois d'être végétarien, juste moi, ça me convient pas. Et je me suis retrouvé à me dire, ok, mais est-ce que j'ai le droit, entre guillemets, de faire du mal pour manger, tu vois? Ben ouais, parce que j'ai aussi le droit de vivre, et dans la nature, il y a un échange de protéines perpétuel entre les espèces qui mangent les unes les autres, tu vois. Qui Ouais, se et mangent puis les unes quand les tu autres. regardes le système vegan, je suis pas sûre qu'à l'échelle mondiale, si tout le monde mangeait vegan, et du coup nécessiterait beaucoup de produits transformés, parce que quand tu regardes le véganisme, franchement, il y a quand même pas mal de trucs transformés. Je suis pas sûre que toute l'industrie que ça nécessite à côté soit viable non plus pour tout le système vivant. Je sais pas. J'ai pas Je sais de, pas. Donc, j'ai pas de réponse documentée à cette question-là. Ce que je sais, c'est que si tout le monde fait la même chose, c'est un problème. Parce que ça manque de diversité, tu vois. Si demain tout le monde se met à rouler en voiture électrique, et ça va être le cas en 2035, mais si tout le monde se met à rouler en voiture électrique, ça va poser d'autres problèmes que le CO2. Ça va poser le problème des terres rares et du lithium et du cobalt et du machin. Ça va poser le problème des conditions de travail des gens qui extraient ces minerais-là. Ça va poser le problème d'acheminement de ces minerais-là. Ça va rebattre les cartes géopolitiques, des enjeux, des tensions, des rapports de dépendance des pays les uns avec les autres. Donc potentiellement, ça provoquera des guerres. Euh, tu vois, on est c'est toujours sur la question du choix, de la réflexion personnelle et d'une adaptation propre à soi-même, en fait. bah, ce que je crois. J'ai pas trouvé de le moins mauvais système que j'ai trouvé, c'est que chacun soit raccord avec lui-même et fasse des choix en fonction de ce qu'il croit juste, en ayant le moins possible d'influence extérieure. Et surtout en faisant le choix le plus librement possible, donc en étant le plus possible conscient de soi-même, de ses valeurs, de ses élans, de tout ça, et aussi ben, des impacts que ça a sur l'extérieur. Et je pense que si tout le monde fait différemment, ça crée une diversité d'approches et de pratiques et de contraintes sur l'environnement et de tout ça qui fait que ça dilue un peu la charge et ça divise un peu le problème en plein de problèmes différents, ce qui fait que la nature peut un peu mieux encaisser, tu vois. Enfin, je crois Et, que la diversité permet de se tromper d'une manière moins massive et moins grave. et est-ce que tu crois que justement on est libre de devenir riche? Je veux dire, d'un point de vue de choix, est-ce qu'on est libre de choisir de devenir riche dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas derrière cette volonté de dire ah ouais non mais de toute façon on peut pas, de toute façon c'est pour les cons, qu'il y a une espèce de peur aussi que si nous-mêmes on devient trop riche ou on gagne trop, on va être exclu d'un milieu dans lequel on a grandi en fait et les gens autour de nous vont nous montrer du doigt. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une peur en fait du rejet du groupe? Euh, je pense qu'il y a de ça. Je pense aussi que, enfin, pour avoir connu des gens qui avaient pas mal de pognon, se posait toujours la question pour eux de est-ce que les gens viennent me voir parce que j'ai des thunes? Est-ce que la nana là elle me drague parce que j'ai des thunes? Est-ce que tu vois? Ou est-ce que c'est parce qu'ils m'aiment bien moi, tu vois? Il y a ça aussi. Il y a le rejet et le regard des autres. Parce que bon, ok, avoir 640 000 balles et pouvoir lancer mon projet immobilier, ça m'arrangerait. Est-ce que je serais prêt à me balader en Ferrari ici, dans mon coin de pays, là, tu vois? Dans l'absolu, peut-être que je kiffe les Ferrari, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais peut-être que je kifferais me balader en Ferrari et rouler avec une Ferrari et peut-être que j'assumerais pas le regard des autres si je me baladais C'est en ça, Ferrari. c'est ce que j'avais demandé, c'est est-ce que tu es prêt à assumer le regard des autres? Alors C'est que ça. ça pourrait être vraiment ton kiff, ça pourrait vraiment Ouais. être quelque chose. Est-ce que tu serais prêt à assumer? Voilà. Alors moi, personnellement, je sais que oui, parce que j'en ai rien à foutre, tu vois, je suis un peu un ours asocial et si les gens ils sont contents comme je suis, tant mieux. Sinon, ben ils peuvent aller voir quelqu'un d'autre, ça me va aussi. Mais
Mais je comprends que ce soit un vrai problème pour certaines personnes. Je comprends, et pour l'avoir vécu, de commencer à me dire, OK, je facture 800 balles pour ce stage, je vais me faire 10 000 balles cette semaine. Bon, moins les charges et tout, mais en attendant, il y a 10 000 balles qui rentrent. Et, euh, et qu'est-ce que j'offre qui vaut aussi cher que ça, tu vois? Et je souffre pas, moi, pour ce 10 000 balles-là, tu vois? Je passe un super moment avec les gens, on a des échanges humains super riches. On prend l'apéro tous les soirs, on s'amuse, on rigole, là cette semaine on a fait de la musique tous les soirs parce qu'il y a un mec qui euh, qui fait de la musique sud-américaine et s'est pointé avec sa guitare et plein d'instruments et plein de percus et moi j'ai ramené mon djembé et on a kiffé tous les soirs à chanter et à taper sur des trucs, tu vois. Donc est-ce que j'ai vraiment souffert assez pour dire je mérite ce pognon-là, tu vois? Si on si on si on C'est va dur. si on va sur une piste judéo-chrétienne, clairement pas, tu vois. Mm. Et et est-ce qu'il faut souffrir, tu vois? Est-ce que la bonne solution, ce serait pas de se dire, ok, moi je fais ça, je souffre pas trop pour le pognon que je gagne, et je souhaite la même chose aux autres, tu vois, plutôt que moi de me dire non, j'ai pas le droit, tu vois. Et quel jeu on joue aussi en disant non, mais il faut que je souffre pour gagner mon pognon, tu vois, c'est normal de souffrir pour gagner mon pognon. Et du coup, ça maintient aussi tous mes potes qui galèrent à être maçon ou carreleur ou à faire des boulots qui sont durs, qu'ils aiment pas, Et tu vois. qui ça arrange de Ouais. croire, de continuer à croire que l'argent, c'est forcément de la souffrance, que Ben c'est ouais, forcément difficile? Qui ça arrange? complètement. Complètement. Et si tu regardes la gauche et les syndicats et tout ça, ils sont aussi là-dedans, Mm. tu vois. Il y a aussi la revendication permanente de gagner plus pour notre boulot de merde qui nous fait souffrir, en fait, tu vois. Mm. Et pourquoi on changerait pas un peu la vision du truc en changeant la manière dont les gens s'organisent dans le travail? La manière dont on fixe les objectifs pour un salarié, la manière dont quelqu'un décide ou pas de rentrer dans une boîte pour y bosser, tu vois. Parce que, parce que, enfin, pour moi, la base d'un bon leadership, c'est justement d'amener les gens à devenir eux-mêmes des leaders, dans le sens où ils vont être conscients de leurs valeurs et de leurs besoins et de leur éthique et de leurs objectifs à eux perso, de plus en plus, et ils vont être capables de plus en plus de dire si oui ou non ils ont envie de bosser sur le projet que je propose, tu vois. Et pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui donnent de plus en plus de pouvoir sur eux-mêmes aux gens, et il y a ceux qui leur en enlèvent, tu vois. Et entre Oui, les deux, mais ça n'existe pas là, vraiment. une fois de plus, enfin, là, on remet la responsabilité. Parce que là, on est dans le schéma du salariat. Et donc, si on garde le sujet de l'argent, on dit, bah oui, mais de toute manière, moi, je ne peux pas gagner plus tant que je n'ai pas l'aval de mon supérieur ou de la personne dont je Ouais. dépends. Mais Et c'est à pour ça l'échelle que je donne des individuelle, stages de comment tu leadership. choisis de gagner plus, en fait? Et je pense qu'il y a vraiment cette question d'accepter déjà que je veux plus, que je veux bien, enfin, que je mérite, alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas de question de mérite là-dedans. Hein. Et je pense qu'il y a aussi la question de la pression, en fait. Tu parlais tout à l'heure d'accepter le regard des autres, mais ça veut dire qu'émotionnellement, il faut être sacrément accroché, en fait, pour avoir de l'argent. Quand on parlait de gagner un peu plus d'argent, mais sur un niveau qui reste relativement moyen. Quand tu parles de personnes qui sont milliardaires, donc là, on est sur d'autres échelles, t'imagines la pression que ça représente tu es avec un tableau face à toi où il y a des dizaines et des dizaines de zéros face à toi. Il faut quand même être relativement posé, tu vois, émotionnellement pour gérer cette pression-là. Et je ne suis pas sûre, moi, à mon échelle maintenant tout de suite, que j'arriverai à rester calme il y a vraiment une question de gestion de ses émotions et de son mental. Mhm. Et je ne suis pas sûre qu'on soit capable, en fait, quand on est dans cette mentalité pauvre. Ouais, et puis en fait, d'avoir du pognon, ça pose le problème de qu'est-ce que je choisis, tu vois. D'un coup, ça te donne plein de libertés en plus, mais automatiquement, ça te donne plein de responsabilités en plus. Où est-ce que j'investis ce pognon? Quel choix stratégique je fais pour faire en sorte que tous les gens qui bossent pour m'amener du pognon comme ça, le fassent dans des conditions moins malsaines ou plus cool? Est-ce que je garantis la pérennité de leur poste? Et si oui, est-ce que je suis prêt à gratter dans mon pognon à moi pour m'assurer qu'ils perdent pas le leur? Ou que juste il y a des conditions de travail un peu moins horribles, tu vois? Et, euh,
Ce que je vois, moi, c'est que j'aurais aucun problème à avoir plein de pognon et assumer le regard des autres. Ce qui me dérangerait personnellement, c'est d'avoir la responsabilité de autant de vies, en fait, autant de vies humaines, autant de vies animales, autant de vies végétales. Tu vois, ce serait, tu vois, parce que pour gagner des milliards, il faut avoir plus ou moins un empire. Tu vois, faut qu'il y ait vraiment un gros dispositif avec plein de gens qui y travaillent. Et est-ce que ces gens-là sont heureux de travailler pour moi, tu vois? Mm. Est-ce que ces gens-là, ça a du sens pour eux de travailler à ce projet-là? Est-ce que je suis en train de saccager la planète ou de faire bosser des enfants africains, tu vois? Ou est-ce que les gens, tous les gens, jusqu'au bout de la chaîne, tu vois, des sous-traitants et tout le monde, est-ce que les gens qui travaillent pour m'enrichir au final, enfin, même si je pense que le but dans ma vie, ce sera jamais de m'enrichir pour m'enrichir, mais non, ça n'empêche que si j'ai un projet qui génère du pognon, ça m'amènera du pognon, tu vois. Est-ce que tous ces gens qui travaillent et qui contribuent à ce que j'ai autant de pognon le font vraiment librement, tu vois? Mm. Et c'est une putain de question. Et là, pour le coup, ça vient gratouiller mon éthique, tu vois. C'est est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai le droit d'avoir du pognon? C'est comment je fais pour obtenir le pognon? Est-ce que c'est légitime? Ou est-ce que je fais vraiment tout ce qu'il faut pour faire en sorte que tous les gens, jusqu'au bout de la chaîne, dans les circuits d'extraction minière, dans les circuits d'acheminement, dans les chaînes logistiques, dans les bureaux à faire du management, est-ce que vraiment tout le monde est bien, tu vois? Ou en tout Et cas pas trop ça mal. pose la question, moi, ça me pose la question il y a une espèce de haine latente de nos dirigeants et des grosses entreprises notamment. Euh, en même temps, je me pose la question de est-ce que j'arriverai à faire mieux en fait? Parce que comme tu dis, est-ce qu'il y a un système, c'est extrêmement complexe, comme va réussir à justement générer de l'argent et que toute la chaîne, je dis pas que ça peut pas être mieux fait, hein, parce que ça, enfin, c'est vraiment abject certaines choses, mais, euh, mais est-ce qu'on est en mesure à notre échelle de se poser la question de comment ça pourrait être mieux fait, mais vraiment en fait, pas par Mhm. des questionnements simplistes, parce que je pense que c'est extrêmement complexe de réussir justement à éthiquement faire en sorte que chaque échelle soit à sa place et soit OK d'être à sa place et elle a la possibilité d'évoluer et soit libre de ses choix. Enfin, c'est quand même très, très lourd comme question. Complètement. Et je pense on atteint un peu les limites de ce qu'une seule personne peut faire et garantir. Maintenant, si demain je monte une multinationale, tu vois, euh, ça peut faire partie de mes critères de recrutement dès le début, de recruter des gens qui ont compris cette idée-là, qui ont compris la notion de leadership comme je l'entends, à savoir des relations bienveillantes, tu vois. Et pas bienveillante, ça veut pas dire complaisante, ça veut dire pas maltraitante. Et est-ce que j'embauche des gens et des cadres et des chefs qui vont à leur tour faire en sorte que les gens aient davantage de pouvoir sur eux-mêmes, davantage de connaissance d'eux-mêmes, davantage de libre arbitre et davantage de clarté dans leur positionnement Et de euh, responsabilité, du coup. et de fait de responsabilité. Et est-ce que vraiment ça plaît à tout le monde d'avoir des responsabilités aussi, tu vois? Parce qu'il y a des gens, ben, ils sont bien contents d'arriver, tu vois, de partir bosser le matin à 8 heures, de faire leur chantier toute la journée, d'avoir leur lunch le midi et de rentrer à 17h30 le soir, d'être fatigué, d'avoir mal au dos, mais de pas avoir de questions à se poser, tu vois. De dire, OK, je fais ce qu'on me dit, je touche ma paye, j'ai pas envie de plus, je m'en fous. Et le soir, je suis tranquille, je suis avec mes gamins, ma femme, et je suis posé, j'ai pas de questions à me poser de comment ça va se passer demain, et de est-ce que le client va payer, et de est-ce que je fais de la bonne com, tu vois. Et il y a de la place pour ces gens-là aussi, dans le, dans l'idée de, enfin de faire en sorte que les gens soient bien. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faut que ce soit délibéré, il faut pas que enfin, si on prend, je sais pas, je vais prendre un exemple, la prostitution. Moi, dans l'absolu, j'ai aucun problème moral avec la prostitution dans le sens où
Ben, j'ai moi aussi déjà utilisé mon corps à faire des trucs qui étaient pas forcément qui allaient pas forcément dans le sens de ma santé ou du respect de mon intégrité physique, tu vois. En allant bosser comme videur dans les bars, à me faire éclater des bouteilles sur la tête et péter des tabourets dans le dos et prendre des coups de couteau. Et tous les militaires du monde, bah, ils ont un boulot qui met leur corps et leur éthique et plein de choses en danger, tu vois. Et leur santé mentale? Et leur santé mentale et tout ce que tu veux et leurs relations et tu vois. C'est pas anodin de partir 6 mois en OPEX et de revenir blessé, fatigué, épuisé, traumatisé, tout ce que tu veux. En ayant fait des choses qu'ils n'auraient pas forcément voulu faire non plus. Donc, Ouais, pour dans certains cas, ouais. mm, En ayant vu faire des choses mm, mm, qu'ils avaient pas envie de voir et pas mm, envie de laisser faire, mais qu'ils avaient pas de pouvoir dessus, tu vois. Enfin, mm. il y a plein de choses. Et et moi le premier, des fois j'ai été lâche, tu vois. J'ai été faible, j'ai été au lieu d'intervenir, je suis resté tétanisé. Et à d'autres moments j'ai mieux géré, mais tu reviens de ce genre de boulot, non pas avec la certitude que t'es un héros, mais plutôt avec beaucoup d'humilité, tu vois. En mode, putain, j'ai pas envie d'y retourner demain, quoi. Ou alors, si j'y retourne, c'est que je sais que j'ai des potes fiables, c'est que je sais que je vais faire de mon mieux et que c'est ok. Et bref, donc j'ai pas de problème avec la prostitution sur un plan moral parce que moi-même, littéralement, je me suis prostitué dans de la bagarre, tu vois. Là où j'ai du mal avec la notion de prostitution, c'est quand la nana ou le mec qui se prostitue se retrouve à pas avoir vraiment le choix de le faire, tu vois. Quand ça devient la seule manière de faire vivre la famille de s'en sortir pour X raisons, tu vois, que ce soit des addictions, que ce soit des dettes ou que ce soit je sais pas quoi, ou que ils ont été chopés dans un réseau de trafic humain et que ils se sont fait injecter des doses de ouf d'héroïne pour devenir dépendants et qu'ils bossent pour ça, tu vois. Conscient ou inconscient, parce que sans aller dans des extrêmes pareils, il y a des jeunes femmes, ça c'est de plus en plus fréquent, il me semble que des jeunes femmes mineures, ça va de 13 15 ans, enfin tu vois, des âges qui sont quand même, Bien sûr. qui font ça, mais sans se rendre compte en fait, parce que pour elles, c'est normal, et ça pose vraiment la Ouais. question de, là, le Du libre choix, arbitre. Du libre arbitre. Et tu vois, et à contrario, j'ai une pote qui aujourd'hui est médecin, qui a, pour payer ses études de médecine, fait ça, tu vois. Parce que, en fait, elle avait pas envie d'être serveuse et de bosser 30 heures par semaine pour arriver à joindre les deux bouts. Et elle a décidé, elle a commencé par faire tu vois, des danses sexy, des machins comme ça. Et pour finir, elle a pris le filon prostitution, où elle se faisait 2 clients par semaine, tu vois. Et ça lui permettait d'avoir tout le reste de son temps pour étudier et bosser ses cours de médecine, tu vois. Et ça a vraiment été un choix délibéré dans son cas. Et du coup, ben, elle a aussi un peu réussi à choisir ses clients, tu vois. Elle a fait en sorte de, de, de le faire d'une manière acceptable pour elle, en fonction de ses valeurs à elle et de ses besoins à elle, tu vois. Et à ce moment-là, est-ce que c'est moins grave, plus grave, tu vois? Les gens moralisateurs vont dire, bah, elle a vraiment librement décidé de vendre son cul, quelle salope, tu vois. Et moi, je dis plutôt l'inverse. Je dis, putain, mais elle a fait un choix délibéré, complètement cohérent avec ses objectifs à elle. Elle a été beaucoup plus maître d'elle-même ou maîtresse d'elle-même et beaucoup plus libre que plein de gens, en fait, en faisant ça. Et moi, je dis chapeau parce que moi, je crois, enfin, ce qu'on a discuté en premier, je crois à la liberté et je crois à la conscience, tu vois. Et que, en voyant exactement où est-ce qu'était sa limite à elle, ses interdits à elle, ses besoins à elle, ses objectifs à elle, mais elle a fait un choix délibéré et moi je trouve ça beau, quoi. À partir de quand tu estimes qu'une personne a justement suffisamment de conscience et a suffisamment fait un choix délibéré? Mais c'est pas binaire, quoi. Tu Mm. vois, moi je fais des choix de plus en plus délibérés au fur et à mesure que je me connais mieux. Et je suis pas au bout du chemin, tu vois. C'est vraiment un processus qui prend des années et tu vois, j'ai pas de réponse. Je peux pas dire, ok, à partir de 41% de lucidité sur tes conditionnements sociaux, tu fais un choix libre, tu vois. Ça marche pas comme ça.
Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on prend conscience d'un conditionnement qui nous détermine, euh, et qu'on reprend la main dessus, surtout, parce qu'en avoir conscience, c'est une chose, mais de pouvoir maîtriser ce truc-là et en avoir, enfin, avoir prise dessus et faire un choix en dehors de ce conditionnement-là, Le on gagne plus en en liberté. dehors possible, en tout cas. Ouais. Pardon? Le plus en dehors possible. Ouais, c'est ça. Je Puis dis, même là, c'est pas complètement binaire, tu vois. ouais. C'est, je m'éloigne de plus en plus de mon conditionnement et je rentre de plus en plus dans du libre arbitre, qui s'avère être un nouveau conditionnement que j'avais pas vu, tu vois. Enfin, c'est un peu les poupées russes. T'as des conditionnements dans les conditionnements dans les conditionnements. Et il y a tous ceux qui sont souffrants et qui sont faciles à repérer, tu vois. Et t'as tous ceux qui sont complètement confortables et qui sont durs à repérer, ceux-là. Et tu vois, moi, avec mon gabarit et mes tatouages et mon look et mon agressivité naturelle, ben, c'est hyper facile pour moi de décider plein de trucs pour les gens sans m'en rendre compte, tu vois. Et enfin, juste ma présence fait que les gens se poussent, tu vois. J'arrive, enfin, je raconte une anecdote à deux balles, mais j'étais sur YouTube l'autre fois et je vois la vidéo d'un mec qui s'est filmé en marchant dans la rue. Une première fois en mec et une deuxième fois en étant déguisé en nana pour qu'on voit en caméra cachée les regards des mecs, comment ils se positionnent, comment ils prennent toute la place sur le trottoir ou pas, comment comment il se fait parler mal, etc. Tu vois. Et le mec, c'est un mec un peu assez petit gabarit, tu vois, et pas très musclé, pas très baraque, pas très agressif comme ça de base. Et donc il passe la vidéo et moi je vois les regards des mecs. Je vois comment ils prennent la place sur le trottoir, je vois comment ils se positionnent physiquement par rapport à lui, et je fais putain, mais je voudrais pas être une meuf, tu vois. Ça a l'air chaud, quoi. Et puis en fait, là, il était en mec, tu vois, et c'est après qu'il a été déguisé en meuf, mais là, il était juste lui, tu vois, et ça m'a fait le même différentiel entre moi et lui que entre lui et lui en meuf. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, moi, je marche dans la rue, personne me fait chier, tu vois. Et Et quand c'était les femmes, ça réagissait comment sur le trottoir? excuse-moi, j'ai pas entendu. Quand il était déguisé en femme, ça réagissait comment sur le trottoir? Bah, moi, j'étais au bout de ma vie, tu vois. J'étais en mode, mais putain, mais c'est quoi ce pays de merde? Tu vois, il y avait ouais, des insultes, des regards bien appuyés sur les nichons, des bousculades, je me rapproche de toi à l'arrêt de bus et je me frotte un peu. Et tous ces trucs que les nanas apparemment vivent quasiment au quotidien, tu vois. Que moi, enfin, moi, dont je suis très rarement témoin en plus. Parce que quand je suis là, ça arrive pas. Mm. C'est un truc de fou, tu vois. J'ai pourtant je suis vigilant, je regarde, tu vois, si je suis à Paris dans le métro, machin, je regarde. Je rêve d'en choper un en flag en train de tripoter une nana pour aller lui mettre une gifle, tu vois. Mais ou juste aller lui faire pareil. Je l'ai fait une fois. C'est arrivé une fois dans le métro que je vois un mec en flag en train de se frotter contre une nana et je suis allé, je me suis frotté contre lui. Et je l'ai coincé contre la vitre et après je l'ai suivi dans le métro, tu vois, quand il est sorti au premier arrêt qu'il pouvait et je l'ai suivi et je lui racontais des horreurs. Je lui racontais tout ce que j'allais lui faire quand on allait arriver chez lui. Tu vois. Et le mec, il a eu la peur de sa vie, tu vois. Mais ça arrivait qu'une fois. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc que j'aime faire. Genre, J'apprécie beaucoup la finesse, c'est-à-dire que t'es pas obligé de mettre un point dans la gueule direct, en fait, tu vois. non, C'est bien qu'il sûr. lui faut vivre ce qu'il a fait vivre, Ouais. et après être intimide par autre chose que par ta carrure, même si ta carrure, évidemment, joue un rôle précieux. Tu pourrais pas faire ça si tu ne l'avais pas, mais... Ah, je pense que je pourrais aussi. Mm. Mais ce serait peut-être plus dangereux et moins impressionnant, mais bref. Et donc, bref, tout ça pour dire que, parce qu'on était sur les automatismes confortables, tu vois. Et ça en est un. Tu vois, pour moi, d'être un prédateur de prédateurs, c'est un truc que j'ai toujours kiffé et c'est un truc qui fait partie de moi et dont j'aurais vraiment du mal à me défaire. Et j'en prends de plus en plus conscience, mais c'est une vraie discipline parce que ça me coûte rien, en fait. Ça m'apporte que du bénéfice d'être comme ça. Et du coup,
Du coup, voilà, c'est le genre de travail sur les conditionnements que ben, je suis en train de faire, mais que je galère d'autant plus parce que j'ai pas vraiment d'avantage à les lâcher, quoi. Et si je Est-ce veux, que justement ce serait pas un bénéfice de penser que l'argent c'est difficile à avoir? Est-ce que, ben, tu vois, oui, quel bénéfice on pourrait tirer dans le fait de rejeter l'argent et de se dire que c'est trop compliqué ou que c'est que pour les cons? si l'argent c'est mal, que c'est que les connards qui en ont, que c'est difficile à gagner, etc., ça m'enlève la responsabilité d'en trouver. C'est de la Ou faute d'en des autres si créer, j'en ai j'aime bien pas. la notion de création d'argent aussi, parce que quand tu regardes, l'argent est complètement fictif, hein, Ouais, mais tu vois, il y a du pognon, il y en a partout. Il y en a littéralement partout et on se rend pas compte, mais en fait, il y a plein de pognon. Tu tends la main, tu prends du pognon si tu veux. Faut juste savoir où tendre la main. Et je pense vraiment qu'il y en a pour tout le monde, tu vois. Il y a clairement, en plus aujourd'hui, avec la capacité qu'on a de créer de la monnaie, alors on la dévalue en même temps, mais on peut vraiment créer de la richesse, créer de la valeur très facilement aujourd'hui. Beaucoup plus facilement qu'il y a 50 ans, tu vois. Ou beaucoup plus avec facilement quoi, Internet, c'est juste hallucinant, hein. avec Internet, mais aussi avec la liberté qu'on a en fait. La liberté qu'on a de penser, de créer, d'inventer. Et si demain ça me pète de trouver, je sais pas, une solution pour craquer des gros codes, des grosses clés de cryptage super complexes, et que j'invente un algorithme basé sur, je sais pas, la spiritualité qui fonctionne, tu vois, je sors un truc au pif comme ça, mais ben, je vais avoir vraiment du pognon demain, tu vois. Je peux inventer des choses qui vont générer ou créer quelque chose d'utile pour les gens, qui va enfin, réellement leur apporter quelque chose et pour lequel ils vont être prêts à payer. Il me semble que le bénéfice justement du fait de pas de refuser l'argent, c'est vraiment cette notion de créateur en fait. Ça me, ça me retient de me poser la question de qu'est-ce que je peux vraiment apporter au monde, comment est-ce que je l'apporte et d'accepter la légitimité en tant qu'individu que je peux apporter quelque chose. Et étant donné qu'on est dans une société où on culpabilise de beaucoup de choses, qu'on a justement cette notion judéo-chrétienne de mérite, c'est, ça me conforte dans mon idée que bon, je suis personne, mais de toute manière, je peux être rien. Ouais. Et, Au Québec, on a un dicton, c'est moins d'actualité aujourd'hui, mais les Québécois, les Anglais, parce que les Anglais au Québec ont été une classe dominante à partir de 1760 et quelques et ont vraiment pris l'ascendant avec un format très proche de l'apartheid en fait. Et les Français, catholiques français, etc., ils les appelaient les white niggers, tu vois, c'est les nègres blancs. Euh, donc à l'époque de l'esclavage, etc., c'était pas juste un truc en l'air, c'était vraiment, enfin, tu pouvais pas être chef d'atelier si t'étais français, francophone, tu vois. Tu pouvais pas avoir un poste de fonctionnaire, tu pouvais pas être juge, tu pouvais pas te marier avec une anglaise, il y a plein de trucs que t'avais pas le droit de faire. C'était un citoyen de seconde classe, quoi. Et, euh, et on disait, jusque dans les années 50-60, les Québécois avaient cette expression, ils disaient, on est né pour un petit pain. Tu vois, ça veut dire, en gros, ben, on est né pour vivre avec pas grand-chose et faut se faire à l'idée, tu vois. C'est un peu, c'est comme ça. Il y a une fatalité avec le truc. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a plein de Québécois qui ont fait des super trucs, des gros business, qui ont réalisé des choses et qui ont sorti les Québécois francophones de cette espèce de complexe d'infériorité-là. Mais ça reste là chez certaines personnes et ben on le dit un peu à la blague aujourd'hui, mais moi ouais, les gens quand tu galères, on va dire on est né pour un petit pain, tu vois, genre c'est un peu notre destin de galérer, quoi. et une fois de plus, à qui ça mérite de continuer à se dire ça, en fait, et d'accepter cette notion de toute manière, on appartient à la classe moyenne.
De toute manière, Ouais, c'est comme ça. De toute manière, c'est défini. De toute manière, on peut rien ouais. faire. Ça mérite. Et de toute manière, bah, les grands patrons, ils vont pas faire de la place à tu vois, à quelqu'un comme moi. Et de toute façon, les requins se mangent pas entre eux et machin. Ce qui est complètement faux, hein. Il n'y a pas de milieu plus violent que le milieu des affaires où ils passent leur vie à se manger entre eux. C'est leur but dans la vie de manger le voisin, tu vois. C'est des, enfin, dans certains business, c'est vraiment très, 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 très trash. Et pour avoir fréquenté un peu, surtout l'an dernier, les classes politiques, parce que enfin, d'abord pour les histoires de survie et de législation autour de ça, puis après, ben, j'ai été sollicité pour faire un peu de la prospective et de la stratégie prospective autour de la crise énergétique, autour de la résilience. Tu te rends compte que ils sont dans déjà ils ont pas de pouvoir d'action pour la plupart, tu vois, y compris les députés, ils ont très très peu de pouvoir d'action et de pouvoir de changer le système parce qu'il y a une tension permanente, une espèce de guerre de clans à l'Assemblée nationale qui fait que ben c'est littéralement la guerre. Hein. Tu y a qu'à regarder la chaîne parlementaire pendant 1 heure pour voir l'ambiance. Euh, et ils ont très peu de capacité à faire changer l'algorithme du système et à faire bouger les lignes et à faire avancer des projets et à pousser une idée dans laquelle ils croient. Il y a une telle inertie, il y a une telle lourdeur et une telle habitude de fonctionner de certaines manières et des règles d'avancement qui font on va recruter, on va faire monter les gens qui font pas d'erreurs, tu vois, plutôt que les gens qui innovent et qui apprennent de leurs erreurs. Il y a beaucoup de copinage et il y a beaucoup de factions, tu vois, entre tel préfet, il a été nommé par, on va dire, je sais pas, la droite, du coup, on va pas bosser avec lui parce que nous, on est de gauche, ou inversement. Enfin, ce genre de truc, c'est très, Et est-ce que c'est, nous, on est prêts justement si on veut ouais, si on veut gagner plus d'argent, si on veut être dans les milieux justement qui gagnent plus, etc. Est-ce qu'on est prêt à avoir cette gestion émotionnelle et mentale, d'être face à l'impuissance, d'être face à être face à des débats qui sont, ou des responsabilités qui nous dépassent. Enfin, il y a vraiment cette question de pratico-pratique de j'aimerais bien gagner plus, mais j'ose pas aller voir mon chef pour lui ouais, demander une augmentation. Tu vois, il y a vraiment bien le sûr. côté je veux, mais la contradiction de émotionnellement, je ne veux Est-ce pas que accepter j'assume? la responsabilité que ça me demande.